Bonjour, bonjour à toutes et tous et surtout un grand bonjour à toi Michel. Merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui. Bonjour Adrien, bonjour à vous. C'est une grande joie de te retrouver. Tu es un personnage unique, entre guillemets, dans le monde, je trouve, de la formation et de la pratique. Tu es un des rares à être un master trainer pour Richard Bandler francophone. Tu es aussi master trainer pour Tony Buzan. Tu es toujours allé t'inspirer des meilleurs. Sans refaire tout ton CV, qui est, je pense, beaucoup trop long et de toute façon, ce serait probablement un peu indigeste. La première question que j'ai envie de te poser, c'est si tu as eu une vie avant la pratique de l'accompagnement, dans quelle mesure elle peut avoir une influence sur ta pratique aujourd'hui en tant que praticien et en tant que formateur? Elle a une grande influence parce qu'en fait avant j'étais dans le monde de l'industrie, je travaillais donc dans une société automobile et j'avais travaillé sur un gros projet qui a débouché en fait sur un gros plan de licenciement. Donc à cause de ce projet-là, il y a eu pas mal de personnes qui ont perdu leur job et c'est là que j'ai pris conscience du fait que c'était pas aligné avec mes propres valeurs en fait. Et là je me suis dit ok maintenant il faut que je prenne ma revanche. Donc c'est là que j'ai quitté l'industrie et je me suis dit, OK, tout le mal qui a découlé de ce travail-là, bah, je veux le transformer en l'équivalent en bien. Et là, c'est largement dépassé. J'ai apporté largement plus que tout ce qui a été perdu. Donc ça, c'était vraiment sympa. Donc ouais, ça a eu une importance capitale parce que je pense que ça m'a obligé à me poser les bonnes questions suffisamment tôt. Le genre de questions que souvent les gens se posent quand ils ont la cinquantaine ou la soixantaine, bah moi j'ai dû me les poser à la trentaine. Génial, et tu dis peut-être plus, c'est vrai que mon idée, elle était presque sur les manières de penser, l'état d'esprit, mais toi, c'est presque en termes de valeur Ouais. et de prise de conscience de ta mission de vie, je sais pas, mais en tout cas la place que tu veux avoir dans le monde et ce que tu veux apporter au quotidien et dans ta vie professionnelle, quoi. Ouais, exactement. C'était vraiment un cas de conscience. Bon, en plus, bon, c'est en plein milieu de tout ce cas de conscience, il y a eu un burn-out. Donc, tu vois, remise en question complète, et je pense, ouais, pour le bon. Et ça, c'est très sympa. Génial. Nous, on s'est rencontrés dans une formation avec Richard Bandler à Londres Ouais. en 2016, je crois, de mémoire. J'ai le mémoire des dates qui parfois est un peu flexible. Toi, tu as fait un sacré bout de chemin sur la PNL depuis. J'ai l'impression que il y a différents enjeux sur la PNL, notamment dans le monde francophone. Mhm. J'en ai deux en tête. Il y a l'idée que c'est parfois vu comme une pseudo-science. Mhm. Et il y a aussi la manière de l'enseigner à la française qui a été Ouais. pas mal décriée par Richard Bandler lui-même, Ouais. une vision un petit peu intellectuelle. Alors que bah, je me rappelle le troisième jour, le troisième matin de la formation, on était 350 dans la salle de l'hôtel et on s'est tous retrouvés à faire des interruptions de pattern. Et donc, Ouais. il y a vraiment de la transe en fait dans la PNL. Mhm. Bien sûr. Voilà, avec ton regard aiguisé, tu es donc t'es le seul master trainer francophone en PNL, reconnu par Richard Bandler. Donc, je pense que tu es vraiment au plus près de la source. Voilà, quel est ton regard aujourd'hui avec ton recul sur ces questions et ce qui te paraît important à nous partager sur cette pratique Ah, pour les gens qui la nous première écoutent? des choses, c'est que oui, effectivement, c'est une pseudo-science. Pourquoi? Parce qu'une science, c'est quelque chose qui va définir avec précision un domaine de pensée. La PNL, c'est totalement adaptatif. C'est-à-dire concrètement, on ne peut pas en faire une science. Et Richard Bandler avait toujours refusé effectivement qu'on aille dans cette direction-là, parce que dès lors que tu vas en faire une science, tu vas figer l'approche. L'approche évolue tout le temps. Chaque année que je vais me reformer avec Richard Bandler, ça a évolué. Et c'est ça en fait qui en fait quelque chose d'expérientiel. Alors effectivement, il y a eu, comme c'est pas une approche qui était protégée, elle a été mangée à toutes les sauces, ce qui fait que malheureusement, il y a beaucoup de bullshit, malheureusement, et ça a apporté beaucoup de préjudice aussi à l'approche. Et en fait, le problème que moi j'avais rencontré, c'est que j'avais commencé à travailler notamment avec l'armée, avec la défense. Et on me disait, bah, écoute, c'est bien beau tes trucs, mais nous, il nous faut des études scientifiques pour mettre des trucs à la défense. Et j'ai dit, bah, il n'y en a pas et il n'y en aura pas. Parce que le problème, c'est que l'étude scientifique, en fait, euh, elle a un problème, c'est qu'elle va prendre un point de vue particulier. Donc imagine, tu as l'objet PNL au milieu, et en fait, une étude scientifique va se mettre à un angle donné
avec un contexte très spécifique. On va aborder tel aspect, avec tel type de personne, avec tel contexte, tels éléments. Et en fait, l'étude va chercher à prouver ça. Le problème, c'est que là, comme on est dans du relationnel et dans de l'utilisationnel, c'est impossible. Et regarde un peu l'exemple, on fait le parallèle avec l'hypnose. L'hypnose, aujourd'hui, tu as plusieurs dizaines de milliers d'études à comité de relecture qui valident comme quoi c'est du sérieux, comme quoi c'est correct. D'ailleurs, même dans les hôpitaux, hein, dans tous les hôpitaux aujourd'hui, tu peux avoir de l'hypnosédation. Donc c'est très correct. Pourtant, malgré ces dizaines de milliers d'études, donc tu as l'objet hypnose, autour, tu as des dizaines de milliers d'études qui disent OK, c'est cool. Le problème, c'est que tu n'as pas une vision d'ensemble, ce qui fait que pour beaucoup de gens encore, l'hypnose, c'est du bullshit. Et quand tu vas dans des grosses administrations, que ce soit même la défense ou quoi, c'est presque un tabou de parler de ce mot-là parce que, voilà. Pourtant, tu as des dizaines de milliers d'études. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a 2 ans, j'avais rencontré le bras droit ou l'attaché de presse de la ministre de la Défense en Belgique. Et en fait, il m'a dit, bah, écoute, Michel, si on peut pas avoir effectivement d'études scientifiques, pourquoi tu ferais pas venir des scientifiques dans ta formation, docteur en neurosciences, docteur en biologie, psychologue, psychanalyste, médecin, anesthésiste, puisqu'on parle d'état de conscience, pour que eux-mêmes suivent le cursus, que eux-mêmes te fassent du feedback tous les jours, que tu modifies la formation de manière à ce que ça réponde finalement à tous ces corpus de connaissances, pour qu'à la fin, ils mettent leur stempel en disant, ben voilà, pour moi, cette formation est en accord avec mon domaine de compétences. Et ça a été un coup de génie. Et je suis encore passé il y a 3 semaines au ministère de la Défense pour le remercier, parce que ça a totalement changé la vision de la boîte. Alors ça a été un défi de fou, parce que va mettre d'accord des psychanalystes et des docteurs en neurosciences, c'est pas évident. Il y a presque personne l'a fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on a notre formation, en tout cas notre version de la formation, a été validée par 14 professionnels, donc vraiment des docteurs dans tous les niveaux, même une doctorante en linguistique, d'accord? Et ça fait que bah, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile à dire que c'est du bullshit, parce que même si tu as un psychologue qui vient et qui dit, écoutez, vos trucs, c'est n'importe quoi, il va pas en fait se retrouver face à un collègue psychologue qui a validé le truc, mais un consortium de 14 experts qui, en fait, par rapport à l'objet PNL, ont tous, depuis leur zone, validé l'ensemble. Tu comprends? Donc, c'est pas 14 000 petits points qui disent oui, ce point-là, il est bon, mais juste à côté, on ne sait pas. C'est 14 experts, et puis on a déjà deux docteurs en neurosciences inscrits pour les prochaines sessions. On a 14 experts de domaines connexes qui sont tout autour de l'objet PNL et qui eux-mêmes se sont mis d'accord en disant, ouais, ok, présenté comme ça, vu comme ça colle pour moi. Et ça fait que là, tu te retrouves avec une sphère verte, voilà, complète, avec tout le truc qui est englobé. Et ça fait bah, qu'aujourd'hui, on peut travailler sans problème avec la défense, on peut travailler avec d'autres encore. Mais ça a été un travail, je pense, que personne n'a fait jusqu'à maintenant, parce que c'est un challenge juste dingue. Mettre tout le monde d'accord, bon courage. Mais par contre, on l'a fait, on a réussi, mais ça, c'est grâce au fait que j'ai un esprit très scientifique, que je peux challenger des docteurs et en même temps des psychanalystes et en même temps des médecins et autres, que j'ai un peu cette vision 360 qui me permet de challenger tout ça et de trouver des terrains d'accord. Parce que quand les gens sont pas d'accord, c'est pas entre eux qui vont trouver la solution. C'est à moi de trouver finalement bah, quel pourrait être voilà, le lien commun, le liant commun qui permettrait que les gens disent, OK, ouais, je suis d'accord, et puis ça me va, quoi. Donc, voilà, ça a été un gros boulot. C'est un boulot qu'on continue. Ça fait déjà 2 ans. Ça a été un gros investissement en temps et en argent. Mais en tout cas, ça valait la peine parce qu'aujourd'hui, effectivement, bah, ce qu'on propose, je pense, c'est une formation qui est absolument unique. Et à ce niveau-là, effectivement, bah, moi, je travaille pas seulement avec Richard Bandler, puisque chez Richard Bandler, effectivement, premier master trainer francophone dans l'histoire de la PNL. Donc en 50 ans, voilà, c'est pas une histoire de me lancer des fleurs, mais c'est de me dire que voilà, le travail, ça paye.
quand tu t'investis à fond, quand tu te donnes à fond, quel que soit le domaine, que ce soit la PNL, que ce soit un sportif ou n'importe, le travail, ça paye. Et l'idée derrière, c'est que ben, aujourd'hui, ben, on travaille aussi avec Robert Dills, on travaille aussi, on s'est formé également chez John Grinder. On, on cherche à avoir la vision la plus globale possible et de proposer vraiment quelque chose qui réponde aux besoins aujourd'hui de réassurance, on va dire, scientifique. Je suis en train de finir un MBA aussi, donc j'ai vraiment cette culture, tu sais, de la science et puis de la rigueur scientifique. Et ça, je pense, c'est indispensable en ce genre de mode de fonctionnement. Très impressionnant pour celles et ceux qui nous écoutent, parce que comme on se connaît personnellement, je dois témoigner comment dire, l'admiration, certes, mais aussi une espèce de confusion. Comment est-ce qu'un seul être humain peut faire autant de choses? C'est vrai que as une force de travail qui est assez impressionnante. D'ailleurs, peut-être que, alors, bon, il y a des histoires de vie, il y a des manières de penser, des fonctionnements cérébraux. Peut-être que tu auras un ou deux tips, j'avais pas pensé à ça, mais pour aider celles et ceux qui nous écoutent à justement être encore plus productifs et Ouais. arriver, ben voilà, à se donner des projets et à les mener à terme. Peut-être que je parle pour moi là. Je me suis rendu compte pendant ces interviews que j'étais, à la base, c'était dans une idée d'explorer le cadre de la pratique de l'hypnose et de la PNL Mhm. qui sont proches, et puis de donner ça à disposition des gens. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais aussi un intérêt personnel assez direct. Ouais. Je me fais des coachings gratuits quand j'ai mes invités qui viennent. Juste pour revenir sur la PNL, euh, je suis pas du tout aussi expert que toi. Je sais qu'il y a des pans de la PNL qui ont été modifiés ou peut-être même mis à distance, notamment par Richard Bandler, ce qui me semble hyper sain. Tu vois, s'il était resté arc-bouté sur ce qu'il a fait dans les années 80, ce serait flippant, quoi. Donc, je pense Absolument. aux accès oculaires, pour celles Mhm. et ceux qui nous écoutent, il y avait cette idée que quand tu penses à un souvenir, tes yeux vont Mhm. à droite, je crois, j'ai un peu oublié. Si tu fais de l'imaginaire, mais que tu crées quelque chose de Mhm. nouveau, c'est de l'autre côté. Et en fait, ça, scientifiquement, ça a été plutôt démontré comme invalide. J'ai Alors, ça, l'impression ça a été démontré qu'en fait, qu'il n'y a pas de lien de cause à effet direct. Après, ce qui est qu'il peut y intéressant, avoir, il peut voilà, y avoir une baseline, en tout cas ouais, une récurrence dans les accès oculaires en c'est fonction de ce ça. que les gens Il y pensent. a une sorte de phénomène récurrent qu'on ne sait pas expliquer, mais tu regardes même dans les dessins animés, quand tu imagines un personnage de dessin animé qui va imaginer un truc, tu le vois tout de suite comme ça, tu vois? Ils envoient le regard vers le haut. Quand tu as quelqu'un qui est triste, ils envoient toujours le regard vers le bas. Il y a des récurrences qu'on ne sait pas expliquer. Et en fait, l'idée de Richard Bandler, c'est de dire, c'est pas parce qu'on ne sait pas expliquer quelque chose qu'on va pas l'utiliser. Par exemple, moi, je ne sais pas comment un avion fait pour voler, ça m'empêche pas d'aller prendre des vols vers Bruxelles ou ailleurs, tu vois. Je ne sais pas l'expliquer, mais en même temps, voilà, je sais que c'est là, ça existe. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont extrapolé tout ça. Richard Bandler a toujours dit que ce sont des faisceaux de présomption. D'accord? Que on observe que, de manière générale, lorsqu'il y a ce genre de mouvement, ça correspond à ça. Pourquoi? Parce que comme il était en université, il avait accès à des centaines d'élèves, donc il pouvait faire des expériences en live avec des populations importantes, et il a pu observer des choses. Maintenant, le problème, c'est que dans le monde de la PNL, il y en a qui ont commencé à extrapoler, et ça a même déteint sur les études scientifiques. Pour te donner un exemple, je suis tombé sur une étude scientifique qui disait la chose suivante en début d'étude. La PNL affirme qu'il est possible de détecter des mensonges en regardant les accès oculaires. Donc ça, c'était le postulat de base. Déjà, je ne comprends pas comment une étude comme ça ait pu passer. Déjà, pourquoi? Parce que le postulat de base est faux. La PNL n'a jamais dit ça. Après, ça dépend qu'est-ce qu'on veut dire par la PNL. Parce que la PNL, c'est tout, c'est rien, c'est personne, c'est n'importe qui. Donc déjà, tu vois, quand tu as une étude comme ça, avec un scientifique qui part d'un postulat faux, c'est ce qu'on appelle une étude homme de paille. D'accord? C'est en fait, on part d'un postulat faux, on montre qu'il est effectivement faux, et donc on dit, donc, c'est-à-dire que l'approche, c'est du bullshit. C'est ce qu'on appelle en fait une étude homme de paille, et souvent, c'est ce qui est utilisé. D'ailleurs, on l'a vu pendant le Covid, il y a eu plein d'études hommes de paille. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est bien simple, hein. Ceux qui sont pas, prenons un exemple très simple, la chloroquine, ceux qui sont pour la chloroquine, ils vont trouver des centaines d'études pour montrer que c'est génial. Ceux qui s'en fichent un petit peu, ils vont trouver des centaines d'études pour montrer que finalement ça sert à rien. Et ceux qui sont contre, ils vont trouver littéralement des centaines d'études pour dire que c'est un poison dangereux qu'il faut absolument éviter.
Donc tu vois, le problème, c'est que tu as l'objet chloroquine, tu as plein d'études qui montrent certains angles, d'accord, qui vont dire oui, qui vont dire non, qui vont dire peut-être ou quoi, mais ça ne te donne jamais en fait une idée globale. Et il se passe exactement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs en Suisse, il y a une police des études qui a été mise en place parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a eu tellement de bullshit qui a été publié, et malheureusement même dans des revues scientifiques de prestige. Pendant le Covid, il y a eu le Lancet Gate. Le Lancet, qui est la revue la plus populaire, la plus importante, qui a publié une étude qui a fait valider par son comité de relecture une étude, mais qui était un bullshit total, total, total. Et sur la base de cette étude, des décisions gouvernementales ont été prises. L'étude a été rétractée quelques jours plus tard, mais les décisions, elles sont restées, tu vois. Ah Donc, là là, c'est flippant. il y a tout je pense, un bordel sain qui est en train d'apparaître dans le monde de la recherche. Et je pense que c'est génial, parce qu'aujourd'hui, ça fait prendre conscience du fait que finalement, avoir des micro-points de vue sur des sujets, tu sais, de différents angles, c'est pas forcément la meilleure optique. Et surtout de se rendre compte que dans ce système qui avait l'air d'être super bien huilé et extrêmement comme il faut, ben Ah, en c'est sûr. fait, même là, il y avait plein de sable dans le rouage, tu vois. Donc aujourd'hui, il y a une grosse prise de conscience. Les gens On est beaucoup moins dans cette idée, tiens, il y a une étude qui dit ça, donc c'est comme ça. Et pourtant, il y en a plein encore qui se font avoir. Par exemple, il y a encore quelques jours, il y avait soi-disant une étude d'un Américain qui est mort il y a déjà 20 ans, qui montrait en fait que 99% de la réussite des gens était liée à leur entourage, d'accord, à leur réseau. 99%. Et ce qui est C'est beaucoup. intéressant, c'est qu'il disait oui, c'est Harvard qui a publié, c'est tout ça. Alors Tony Robbins a fait une vidéo là-dessus, Max Picciolini, tous les plus grands, ils ont fait des vidéos là-dessus. Et moi, je me suis dit, mais je voudrais bien leur trouver cette étude. Je vais sur le site de Harvard, sur le site de la personne, je trouve qu'il existe effectivement, mais je ne trouve absolument pas cette info. J'arrive sur la page correspondante, il n'y a absolument pas ces chiffres qui sont notés. J'ai écrit à Harvard. Je leur ai écrit, je leur ai dit, écoutez, il y a ce truc-là qui circule sur les réseaux sociaux, je dois savoir est-ce que c'est vrai. Et la réponse de Harvard, c'est de dire, il faut vous rendre compte que lorsque des choses comme ça vont sur les réseaux sociaux, tout est exagéré, extrapolé, et ça ne correspond pas forcément à la réalité. Et effectivement, cette étude n'existe pas. Mais Mais par je dis, c'est contre, pas là grave. maintenant, c'est des vidéos super populaires sur TikTok, un peu partout, avec Tony Robbins, avec tous les grands là qui vantent ce truc que Harvard a découvert que c'est du pipeau total. Ça n'existe pas, en fait. Un peu comme l'étude sur la communication non verbale, paraverbale et verbale, Voilà, qui pour le voilà. coup est sérieuse. En Mhm. revanche, elle a été vraiment extrapolée. Pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est, je sais plus, 75% de Ouais, non-verbal, 20% de paraverbal, le ton de la voix, ouais, 5% de verbal. Et en fait, c'était une étude qui était très circonscrite ouais. sur l'expression des émotions. Mm. Et là, probablement que, ben, elle est sérieuse, cette étude, mais après, si tu Ouais. l'extrapoles à toute la communication, il y avait un article comme ça de débunkage scientifique qui disait, bah, essayez d'expliquer cette information avec 75% juste de non-verbal, quoi. C'est ça. Et tu vois, parce que quand tu prends une étude, vraiment, je te dis, c'est un angle de vue sur l'objet en question. C'est un angle de vue avec une sélection de personnes, avec certains critères, des variables bien définies. Et tu peux pas partir de ce truc-là et après le généraliser à tout. C'est une erreur scientifique, c'est une erreur mathématique, une erreur statistique, et pourtant tout le monde le fait, et même les plus grands, tu vois. Même les plus grands Effectivement. du développement personnel le font. Et c'est pour ça, je pense que c'est important. Pour moi, ça a été important de mettre en place vraiment une rigueur scientifique. Alors, je suis pas docteur, hein, je suis pas arrivé là. Par contre, le MBA que j'ai fait, que je fais avec l'université de Cumbria en Angleterre, c'est une université qui met les mêmes contraintes rédactionnelles pour les MBA que pour les docteurs. Ça fait que je dois subir la même contrainte, tu vois, de précision, de rigueur absolue, et ça m'aide énormément parce que aujourd'hui, je vois des trucs, je fais pas du débunkage, mais je vois des infos. Ma première idée, c'est de me dire, OK, je veux la source, je veux voir la source. Et tu te rends compte que la plupart du temps, il n'y a pas de source en fait. Moi, je pourrais très bien lancer un truc, tu vois, un truc comme quoi, tiens, Harvard vient de découvrir que une des clés de succès de la réussite, c'est de venir se former en PNL chez nous. Tu vois, je pourrais très bien lâcher un truc comme ça. Et le pire, c'est qu'il y a plein de gens qui y croiraient, tu vois. Il y a plein de Et, gens qui se diraient, ouais, c'est vrai.
C'est cette fameuse étude justement sur les fake news, où en tout cas il Ouais. paraît que je crois que ça prend cinq fois plus d'énergie, j'ai ce chiffre-là, pour contrecarrer Eh oui. une fausse information, et effectivement à l'ère des réseaux sociaux. Et en plus, ce que tu disais, après on va peut-être pas passer trop de temps là-dessus, parce que c'est Ouais, pas là où on apporte le plus de valeur ajoutée, mais ça reste ouais. passionnant. Euh, que ce soit malveillant ou avec de bonnes intentions, il Mhm. semblerait que effectivement, sur fond de pression à la publication, j'ai l'impression Ouais. qu'il y a beaucoup de pression à publier des études, et des journaux qui ont probablement de la pression à sortir des études, avec des biais cognitifs, en l'occurrence des biais de confirmation, tu disais, si tu pars d'un Mhm. postulat. Alors, bon, la question que ça posera, et je ne pense pas qu'on va y répondre aujourd'hui, c'est comment est-ce que, et c'est pas notre job non plus, mais comment est-ce Mhm. que nous, qui sommes des modestes êtres humains qui flottons dans ce bain, entre guillemets, comment est-ce qu'on arrive, qu'on on rejette pas d'un revers de la main Mhm. ce travail scientifique, et en même temps, c'est ce que tu fais dans ton institut, contribuer à essayer d'avoir ouais, une approche raisonnable et sécure euh, Ouais. pour nos domaines. Mais déjà, c'est là que l'intelligence artificielle peut aider le monsieur et madame tout le monde. Je te donne un exemple. Tu as une IA qui s'appelle Perplexity, qui est une IA en fait qui a été spécialisée dans les études scientifiques. Alors, tu as une version gratuite, hein. Tu vas sur Perplexity, tu lui dis, écoute, voilà, j'ai vu dans les réseaux sociaux comme quoi tel chercheur avait découvert chez Harvard que 99% du succès était dû à notre entourage. Est-ce que tu peux me trouver la source? Teste-le, c'est le premier truc que j'ai fait. Perplexity m'a dit, je trouve absolument pas de source liée à ça, en fait. Et lui, il a été éduqué avec toutes les études scientifiques publiées et tous les abstracts des études payantes. Donc, automatiquement, si ça existe, il le sait. Tu vois? C'est génial ça, parce que Ouais. j'avais l'impression, mais moi, et justement, ça va être un des autres sujets de notre entretien, parce que je ne sais pas si tu te définis comme expert en intelligence artificielle, mais en tout cas, tu as Bon, ça beaucoup fait 20 bossé. ans quand même, donc Ça ouais, fait quand un même petit 20 ans, peu. donc avec ta capacité de travail, je pense que tu vas pouvoir nous apporter des éclairages intéressants. Ouais. Euh, un des gros défauts de ChatGPT, mais c'est juste une des intelligences artificielles, c'est que compilant des probabilités statistiques de mots, il peut te sortir du bullshit. Il me semble d'ailleurs qu'il y a Mhm. un avocat américain qui a perdu sa licence parce qu'il a défendu un cas avec un texte de loi qui a été en fait inventé parce que probable par Mhm. ChatGPT. Et donc tu dis là, je sais pas, je ne connais pas suffisamment l'IA, qu'il y a eu donc Perplexity qui a été éduquée pour le coup à être très rigoureuse sur le sourcing des études scientifiques. Absolument. Donc, C'est il y a bien. deux trucs. Déjà, les hallucinations, c'est un phénomène qui est lié, qui est une réalité dans les IA et aussi chez les humains, hein. Genre, imagine un enfant, par exemple, dont il sait que sa maman, tous les jours, va à la piscine. Si un jour, sa maman n'est pas là et quelqu'un lui demande, elle est où ta maman? Il va répondre avec certitude, elle est à la piscine. Il a juste extrapolé, il a halluciné en fait. Il n'a pas menti, c'est pas un mythomane. C'est juste que voilà, il a trouvé un pattern et puis simplement il applique ce pattern. L'IA, c'est exactement pareil. Sauf que maintenant, tu vois, les IA, et c'est là que la correctif a été apporté, c'est que tu peux lui demander systématiquement de citer sa source. Ça veut dire que même si elle t'hallucine un truc et elle te dit, elle te mitonne quelque chose, mais elle te donne la source, tu vas cliquer sur le lien de la source de deux cas de figure. Soit c'est un lien qui a été inventé, auquel cas il n'existe pas, et là tu sais que c'est bon, tu peux complètement jeter l'info. Soit tu vas cliquer sur le lien et tu as le texte d'origine et tu peux vérifier l'authenticité du truc. Donc tu vois, aujourd'hui on a tous les moyens de pouvoir vérifier l'information. Parce que ces genres d'outils, à cause de tout ça, on les a éduqués à citer leurs sources. Par exemple, dans Perplexity, dans tout ce qu'il va te dire, tu auras un petit 1, petit 2, petit 3, tu peux cliquer dessus et directement ça t'envoie sur le site d'origine. Et après, en fonction du niveau de rigueur que tu as, quelquefois ça peut être un article du Wall Street Journal, tu peux dire, oh non, ça pour moi, c'est pas une source fiable, c'est pas fiable, donc j'ignore. Mais quelquefois, ça va te tomber sur des études scientifiques publiées. Et là, après, tu peux aller faire ce qu'on dit un travail de vérification où tu peux vérifier, ben voilà, est-ce qu'il y a eu un comité de relecture derrière, etc. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, vraiment, les outils nous donnent la possibilité de contrer le risque, tu vois, de tout ça. Le problème, c'est quand tu es naïf. L'IA te répond un truc et tu dis que c'est parole d'évangile. Et c'est ça le problème. Et l'éducation correcte dans l'IA, c'est ce que je fais dans les écoles aussi, c'est de leur dire, OK, l'IA te dit quelque chose, challenge-le. Challenge-le jusqu'au moment où tu as la certitude que c'est juste. Et à partir du moment où tu fais ça, franchement, il y a presque plus aucun risque de se faire avoir. Génial, c'est vrai que c'est ouais, une posture mentale qui est
ambitieuse, parce que c'est plus facile de prendre ses désirs pour des réalités ou de prendre la première information qui vient. Probablement qu'il y a un gros enjeu chez nous et pour les générations futures, effectivement, de s'auto-éduquer à cette Ouais. exigence. Avant si ça te va, qu'on revienne sur les impacts de l'intelligence artificielle dans les Mhm. métiers de l'accompagnement, est-ce que tu veux bien nous donner ton regard? Justement, étant formé à la PNL, tu es plus que formé, tu es formateur de formateurs en PNL, donc c'est quand même un Mhm. niveau très poussé, et tu connais bien l'hypnose aussi. Euh, on en a parlé rapidement. Quel est ton regard aujourd'hui sur peut-être la parentalité entre ces deux pratiques? Et je dirais, moi, j'ai l'impression que c'est comment dire, le focus et la place affichée qu'on Mhm. donne à la transe hypnotique Mhm. qui va être le facteur différenciant. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, surtout pour les Français, Françaises ou francophones qui nous écoutent, qui ont parfois été formés à des pratiques de PNL qui sont vraiment une forme ouais, de coaching, au mieux un coaching un peu émotionnel et parfois quelque chose de très analytique, quoi. Mhm. Ben, en fait, les deux sont totalement liés, puisque comment est née la PNL? C'est en modélisant Milton Erickson, c'est-à-dire on a le bonhomme qui a travaillé sur l'hypnose ericksonienne, donc sur l'hypnose telle qu'on la voit en grande majorité aujourd'hui. Et le truc, c'est que le gars était un génie, il faisait des choses, mais il comprenait pas ce qu'il faisait. Il savait pas pourquoi ça marchait. Et la PNL, elle est née en fait justement de ces deux co-créateurs, Richard Bandler et John Grinder, qui sont allés décortiquer ce qu'ils faisaient et expliquer ce qu'ils faisaient. Ils donnaient un sens linguistique. Et c'est ça qui est génial, c'est de te rendre compte que finalement, écoute simplement par exemple un politicien parler, ou alors un gourou par exemple, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste manipuler des mots. Les mêmes mots que nous, on utilise tous dans notre vocabulaire, sauf qu'il les utilise d'une manière particulière, d'une manière qui va véhiculer de l'influence, de la manipulation et autres. Donc tout est dans le langage. Et le truc, c'est que cette part d'hypnose ou de transe hypnotique, en fait, le problème, c'est que c'est mal compris. Pourquoi? Parce qu'avec l'hypnose de spectacle, beaucoup de gens s'imaginent que l'hypnose, c'est tu perds conscience, t'es complètement victime de la personne en face. C'est pas vrai du tout. Les états hypnotiques, aujourd'hui, il y a plein de publications scientifiques sur le sujet. C'est un état naturel qu'on rencontre tous les jours de manière régulière. Toutes les 1h30 à 2 heures, on vit ces états-là. Je peux te challenger là-dessus. Mhm, Alors, je vais complètement dans ton sens et je pense que ce serait intéressant de questionner les gens qui sont très en hypnose sur des scènes de spectacle. mhm, Euh, Leur expérience, quand ils la décrivent, elle est rarement j'étais un pantin complètement manipulable. c'est ça. Oui, ils font les choses que l'hypnotiseur leur dit de faire Mhm, avec un sentiment de passivité ou en tout cas de non-agentivité. C'est pas, ça mhm, vient pas d'eux. Néanmoins, il y a beaucoup d'expériences où, si jamais ça vient en conflit avec leurs valeurs, ça va probablement les faire sortir de l'expérience. Donc bien sûr. effectivement, il y a peut-être des illusions dans le grand public sur ce que c'est qu'être en hypnose. Et d'ailleurs, en Mhm, cabinet, ça peut nous mettre un peu des bâtons dans les roues, parce que bien tu as, sûr. des phénomènes hypnotiques dans tous les sens, des mains collées, des trucs comme ça. Puis les gens, mais oui, mais j'étais encore conscient, je savais ce qui se Mhm, passait. Bon, nous, on a un petit travail d'éducation à cet bien endroit-là. sûr. J'entends, et c'est un argument que j'ai beaucoup entendu, je crois que je comprends quelque part, effectivement, avec les cycles ultradiens, toutes les 90 minutes, on a un moment où le cerveau il doit débrayer un petit peu. Euh, Après, j'ai un peu de retenue à appeler ça de l'hypnose. J'ai Mhm, l'impression que l'hypnose, si c'est trop vaste, si tout est hypnose, parce que notre cerveau il fonctionne en mode automatique, alors du coup, c'est comme si, tu vois, ça la rend trop diffuse. Alors que ouais. j'ai l'impression qu'il y a un intérêt à la circonscrire, peut-être, tu vois, à déjà une forme de relation et une intentionnalité aussi. Après, que le cerveau et le corps aient les compétences de décaler notre état de conscience et qu'ils le fassent au quotidien, Ouais. ça, je vais totalement dans ton sens. Et d'ailleurs, je m'adresse à l'étudiant en neurosciences aussi que tu es partiellement. Tu vois, il y a l'exemple de la conduite. Tu conduis de Mhm, manière automatique, ça ressemble à un état de transe, sauf que neurologiquement, c'est l'inverse d'un état d'hypnose. État d'hypnose, voilà. C'est... focalisation, ouais. conduite automatique, mode par défaut. Donc, Mais voilà, c'est pour ça que moi j'ai tendance à pas trop utiliser le mot hypnose, parce que déjà, même étymologiquement, hypnose, le sommeil, enfin, ça crée de la confusion. Pour moi, on est constamment dans un état de conscience qui évolue. Il y a des moments où on est 100% focus, il y a des moments où on l'est pas du tout, et surtout, il y a des moments où notre cerveau va imaginer un truc et faire comme si c'était vrai. Pour moi, ça, c'est la définition d'un état hypnotique. Le cerveau imagine un truc et il fait comme si c'était vrai. C'est pour ça que tous les effets placebo fonctionnent, c'est pour ça que tout ça marche. Mais surtout, regarde par exemple une phobie.
C'est normal que si tu pars en Australie, tu te retrouves face à une tarentule, à un moment donné, t'as peur. C'est normal. Mais si maintenant, à cette personne phobique, je viens et je montre la photo d'une tarentule, c'est un bout de papier avec des points de couleur dessus. Pourtant, la personne va se mettre à suer, elle va se mettre à paniquer, son rythme cardiaque va accélérer, sa physiologie va réagir comme si c'était une vraie qui était là. Pour moi, c'est ça, en fait, ce que j'appelle un état hypnotique ou un état, en fait, de conscience altéré. C'est ton cerveau voit un truc, il imagine que c'est vrai. Il fait comme si c'était vrai. Et c'est là que tu te rends compte qu'effectivement, on baigne tout le temps et tous les jours dans des états de conscience qui varient tout le temps, qui sont constamment en train de changer. Et la question, en fait, en PNL, c'est de se dire, bah ok, qu'est-ce que je fais de tout ça maintenant? Comment je navigue dans tout ça pour, bah voilà, quand il y a ces trucs-là négatifs, pour tout simplement en sortir. Et quand il y a des trucs où, bah effectivement, j'aurais besoin d'un état de conscience peut-être un petit peu différent, par exemple le soir pour m'endormir, quand j'ai 50 000 idées qui me passent par la tête, que ça fuse à tous les coups et que je voudrais bien être dans un état de conscience un petit peu plus calme, un petit peu plus posé, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Et pour moi, la réponse, elle est là-dedans. C'est pour ça, c'est pareil, tu vois, si tu vas dans n'importe quelle discipline, même dans la psychanalyse, on va te disséquer le truc de plein de manières. Il va y avoir le conscient, le préconscient, le subconscient, l'inconscient, l'id, le ci, le ça. Et la philosophie Bandler en PNL, c'est la simplification à l'extrême. Et Bandler, et je suis totalement d'accord avec lui, il dit, bah, il y a des choses desquelles tu es conscient, il y a des choses desquelles tu n'es pas conscient. Et on va partir sur cette base-là. Et à partir de là, je trouve que c'est génial parce que ça simplifie tellement les concepts, ça simplifie les choses, et tu comprends les choses avec un regard très très différent. Est-ce que, alors je rebondis, j'espère que c'est OK pour toi et pour nos Ouais. auditeurs, auditrices, voilà, c'est cette discussion un peu à bâton rompu. Euh, euh, Je suis totalement d'accord avec cette idée que notre cerveau, finalement, il n'a pas un état de conscience standard qu'on va modifier. En fait, quand tu te réveilles, je sais pas si tu te réveilles vite, moi je sais que mon cerveau, il met un peu de temps. Quand j'ai faim, souvent je suis irrité. Quand je suis amoureux, je suis exalté. Quand je suis en colère, je vois tout en noir. Donc, en fait, on se balade sans cesse dans des états de Ouais. conscience qui varient. Et d'ailleurs, j'ai d'expérience en accompagnement que les gens c'est très vrai que les phobies, et c'est très vrai que les crises d'angoisse, les gens qui vivent des expériences négatives un peu hallucinatoires comme ça, Mhm. sont souvent de très bons sujets pour l'hypnose, puisqu'en fait, ils vivent des espèces de transes négatives, je ne sais pas si on peut les appeler hypnotiques, mais en tout Ouais. cas des états de transe, trances people live de Volinsky, Mhm. les transes du quotidien. Et donc, c'est vrai que j'en parlais avec une personne que je supervise sur l'accompagnement sur les crises d'angoisse avec l'hypnose et la thérapie stratégique. Euh, Mhm. c'est comme si en hypnose, tu peux essayer de créer du calme, de la détente, nanana, nanana, pour venir modifier les mécanismes. Et en fait, quand tu as des mécanismes un peu hypnotiques, genre une boule dans le ventre, un truc qui te submerge, la Mhm. personne est déjà en hypnose. Et donc, souvent, Ouais. on peut faire des accompagnements très naturalistes, je dirais, avec de Mhm. la sous-modalité. Alors après, on verra. Moi, je ne travaille pas trop les sous-modalités comme en PNL où on va changer la couleur de la boule. Moi, je préfère lui donner une place différente, questionner, créer de la relation entre le conscient, on va dire, la partie de la personne qui voudrait pas l'avoir et le problème pour créer du lien. Et souvent, alors les sous-modalités changent. Euh, Mhm. je rebondis en revanche sur la simplification. Je pense qu'elle a des vertus. Je pense qu'aussi, elle peut avoir des limites. Tu vois, j'essaie de retrouver la référence pour les gens qui nous écoutent. Il y avait un cours d'hypnologie animé par Cyril Champagne qui m'a fait l'honneur d'une interview qui a eu pas mal de succès. Donc, je mettrai le lien aussi pour ceux qui veulent l'écouter. Et qui voulait justement sortir des dilemmes de la dialectique conscient-inconscient. Mhm. Parce qu'en fait, c'est des métaphores, comme l'état modifié de conscience, on l'utilise parfois parce que ça parle aux gens et qu'on peut prendre des petits Ouais. raccourcis pour être les plus efficaces possibles. Mais probablement que là, en tout cas dans l'interview, le but c'est d'être les plus précis possible. Et il proposait de sortir de cette dialectique, cette opposition conscient-inconscient, pour aller vers une forme de triptyque. Et je le redis de mémoire, je ne le maîtrise pas complètement. Il y a une dimension de est-ce que je suis l'agent, dimension d'agentivité, est-ce que je suis présent? Tu peux te retrouver à te mettre une clope dans la bouche, à fumer une clope et t'en as même pas eu conscience. Euh, et est-ce que c'est automatique ou est-ce que... Alors, j'ai une petite confusion entre l'agentivité et l'automatisme. Mais Mhm. tu vois, du coup, ça complexifie un petit peu, parce que dire Ouais. conscient inconscient, c'est plus simple. Mais parfois, l'inconscient, tu sais ce qui se passe, mais ça se fait malgré toi. Mhm.
parfois, tu n'es même pas conscient. Et donc, voilà, je pense, une des grandes forces de la PNL. Moi, ça m'a beaucoup séduit aussi. Et je pense que c'est une très bonne manière de transmission de certains outils, d'ailleurs. Et en même temps, je me méfie de la clarification ou de la simplification Ouais. à l'excès, quoi. Pour moi, il n'y a pas de notion de dualité. Justement, dualité, tu dis c'est blanc ou noir. Ce qu'on dit, c'est justement pas ça. C'est justement l'inverse de ça. C'est que tu as, par exemple, comme je te disais avant, quand tu as l'objet PNL, là, tu vas avoir, par exemple, un objet que tu vas qualifier de conscient, un objet que tu vas qualifier d'inconscient. Tu n'es jamais là ou là. Tu peux pas être que inconscient ou que conscient, c'est pas possible. Tu es tout le temps en train de bouger, de naviguer, tu t'approches de l'un, tu t'éloignes de l'autre. Et c'est pour ça, il y a aucune dualité dans le sens où ce n'est jamais noir ou blanc. C'est toujours gris en fait, tu vois. Là où je te rejoins, je pense qu'on peut être tout à fait inconscient. Quand tu es dans le coma, tu es très inconscient, tu vois, ou quand tu es... Alors, je Ça, vais c'est te le le challenge. contremontrer parce que moi, quand mon père était dans le coma, on m'a dit il est totalement inconscient. Je peux t'assurer qu'on a eu des réponses, hein. Et puis quand le soir, effectivement, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, papa, si tu veux partir, tu peux partir maintenant. Quand dans les 2 minutes, son cœur s'est arrêté, je pense qu'effectivement, tu te dis, il y a quand même c'est intéressant. Tu sais, je pense que on aime les dualités parce que c'est rassurant. Tu sais, c'est un peu comme les diagnostics médicaux. Si on te donne le diagnostic, on te dit, bah, tu as telle maladie. Pourquoi? Parce que peut-être tu as 6 symptômes sur 10. Mais tu vois, c'est jamais en fait tout qui est là ou rien qui est là. On est toujours en train de naviguer dans des airs un petit peu comme ça. C'est pareil quand une personne me dit, moi je suis 100% focus, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Je peux pas accepter, tu vois, un truc comme ça. Ça ne fait même pas sens en fait que tu prennes scientifiquement ou logiquement. Donc pour moi, il y a aucune dualité. Par contre, on est constamment en train de naviguer. La question, c'est de se dire bah, comment je fais pour me mettre au meilleur endroit par rapport à la problématique que je rencontre. C'est-à-dire que quelquefois, avec la phobie, bah voilà, on va venir beaucoup plus du côté inconscient, très imaginaire, en train de se faire des scénarios et tout ça. Et comment je fais pour me déplacer ailleurs, tu vois, pour me déplacer à un endroit où finalement, je me dis, mais attends, c'est qu'une photo, quoi. Ça fait pas de sens, tu vois. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment cette dualité. Ouais, Je rebondis parce que probablement qu'en allant du côté de l'inconscient, j'ai pris un petit risque. Et effectivement, non, mais c'est OK, parce qu'en fait, on se rejoint sur sur l'idée du conscient. ouais, Parfois, comme on a l'impression, il y a une forme d'habitude de nos modes de fonctionnement habituels et de nos modes de pensée habituels qu'on appelle le conscient. On a l'impression qu'on est conscient, ou ouais, qu'il y a notre conscience. Mais en vérité, j'ai l'impression, à nouveau, je me méfie parce que c'est pas mon domaine de compétence, mais que neuroscientifiquement, j'avais entendu cette idée que c'est quand il y a suffisamment de réseaux neuronaux qui s'activent ensemble qu'on prend conscience. Un peu comme cette étude qui étudiait les prises de décision, très simple. Est-ce que tu appuies sur le bouton vert ou le bouton rouge? Et en fait, on voit que la décision, elle est prise jusqu'à 300 millisecondes avant que les gens aient mm, l'impression de prendre la décision. Et en ouais, fait, la conscience semble plus une émanation de nos processus inconscients. Et d'ailleurs, ça peut être très utile thérapeutiquement. Quand les gens disent oui, j'ai trop de mental ou je suis trop conscient, et du coup de prendre cet objet mental ou conscience et euh, d'en avoir une approche dissociative. Ok, ouais. vous voudriez lui dire quoi au mental ou au conscient? Et du coup, on va mettre de la distance entre la personne et son processus Mm. qu'elle a l'impression de nommer conscient, quoi. En fait, moi j'adore cette approche, tu sais, de prendre du recul, simplifier et prendre du recul. Et dans tous les domaines, à chaque fois, c'est ça qui m'a sauvé. À chaque fois, c'est simplifier et prendre du recul. C'est comme ça aussi bah, qu'on est arrivé à, à faire valider aussi tous les concepts. Euh, donc, ouais, moi j'adore. Je pense que c'est la base de tout. Dès que tu arrives à simplifier au maximum et à en avoir une vision d'ensemble, ben, en fait, finalement, tout devient presque évident, je dirais. Mais ça, et peut-être que tu vas pouvoir nous donner des tips ou ouais, des manières, des astuces, je sais pas, parce que euh, j'ai l'impression et en plus, tu sais, l'effet de Dunning-Kruger, où quand tu découvres quelque chose, souvent, tu as l'impression de compétence supérieure à la réalité. Bon, C'est c'est vrai ça. que c'est un peu challengé aussi scientifiquement, mais bon, il y a quand même une expérience qu'on a souvent vécue. Euh, pour simplifier, il faut aussi aller plonger dans la complexité à un moment donné, tu vois. Et il y a des domaines qui sont d'une telle richesse. Je sais pas, tu découvres l'hypnose, tu découvres l'accompagnement, les enjeux systémiques.
il faut quand même un Ouais. peu de boulot pour acquérir, rentrer dans la complexité, peut-être la malaxer, la digérer, pour ensuite arriver à prendre du recul et à avoir des points de repère plus simples. Comment tu fonctionnes pour avancer dans cette direction? Moi, je commence par la vision d'ensemble. Je te donne l'exemple avec cette étude Harvard des 99% de la réussite qui est due à ton environnement, aux personnes qui sont autour de toi. Premier truc, en fait, j'en prends une vision d'ensemble. Je me dis, OK, vision d'ensemble, OK, je voudrais bien voir la source. Il n'y avait pas de source. Et après, je commence à rentrer dans le détail. Je me dis, OK, quel va être l'impact de ça? Je vois des vidéos TikTok avec tous ces grands influenceurs qui t'expliquent, ah, comme c'est super important, pour justifier le fait que c'est important de bien s'entourer. OK? En soi, et c'est dommage d'ailleurs de Ouais. justifier avec un mensonge ou une erreur, de Mhm. justifier un concept intéressant. Moi, ça m'a toujours un peu Voilà, et c'est déplu, ça le quoi. problème, c'est que tu vois, en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Et tu vois, quand tu rentres dans le détail, ce qui va se passer, c'est que tu as des personnes qui vont voir ça, qui voient une personne influente qui dit, en gros, littéralement, dégage toutes les personnes qui sont pas intéressantes pour toi. C'est là que tu arrives dans le sectarisme, dans la gouroutisation. C'est ce que certaines sectes font. Elles disent aux personnes, écoute, ta famille, elle t'empêche d'avancer, dégage-les. Et je me dis, mais mince, on est en train d'amener vers ce genre de comportement extrêmement négatif, extrêmement mauvais, d'isolement sociaux, de tout ça. Alors qu'en fait, l'idée, elle est juste. L'idée, en fait, de tout ça, c'est de dire qu'effectivement, d'une certaine manière, on est la moyenne des personnes qu'on fréquente le plus. La moyenne! Ça veut dire que bien évidemment, dans la vie, on va avoir des personnes qui auront tendance plutôt à nous élever, d'autres personnes qui auront tendance plutôt à nous tirer vers le bas, et c'est OK. C'est OK. Le problème, c'est quand on s'entoure que de personnes qui nous tirent vers le bas. Et là, c'est un problème. Et là, effectivement, il faut faire quelque chose. Mais le problème, c'est que tu vois, quand tu as une fausse étude avec des fausses idées véhiculées, quand on te dit que 99% de la réussite est liée uniquement à l'entourage, c'est super déresponsabilisant. Ça veut dire c'est pas de ma faute, c'est toujours la faute des autres, tu vois? Et en fait, quand tu rentres dans le détail, tu te rends compte que finalement, ce truc-là, qui avait l'air de porter une idée très positive et très bonne, en fait, va avoir beaucoup plus d'impact négatif et délétère. Et c'est là, en fait, que tu te rends compte qu'à cause de ça, bah, cette idée, à un moment donné, elle va être rejetée en disant, bah, tu vois, c'est du n'importe quoi parce Les que ça a été effets balancier. exagéré, extrapolé. Donc pour moi, en fait, la stratégie, c'est de commencer par simplifier, prendre du recul, et à partir de là, commencer à rentrer dans le détail, de regarder effectivement quelles sont les implications concrètes de tout ça. Et je pense que quand tu le fais dans cet ordre-là, tu as une vision beaucoup plus claire tout de suite. Et comme j'ai pris le réflexe de faire ça, dès que j'ai vu ce truc-là, mon premier réflexe, ok, je veux voir la source. Et automatiquement, je me suis dit, mince, purée, cette vidéo-là, et ça m'embête parce que c'est des personnes qui sont très bien et très bien intentionnées à la base, tous ces influenceurs, mais ils se rendent pas compte de l'impact négatif et délétère que ça a apporté, parce qu'après, effectivement, quelqu'un qui va pousser ce genre de vision, on peut très bien, en fait, l'accuser de sectarisme, en fait, de pousser les gens à l'isolement social, de pousser ci, de pousser ça, alors que c'était pas du tout l'intention initiale. Donc, si tu n'as pas cette prise de recul et cette simplification des concepts, tu risques de tomber dans des pièges justement d'influence et de manipulation. Et moi, je suis très sensible à ça parce que c'est un des domaines de base en fait dans le monde de la PNL, puisque c'est du langage, donc toute communication est influence. Et pour moi, c'est fondamental en fait que les gens soient éduqués à ça pour apprendre eux-mêmes à se protéger. Et quelquefois, les gens me disent oui, à faire attention, faut pas parler d'influence ou de manipulation. C'est pas vrai. Aucun problème n'a jamais été résolu par l'ignorance. Pour moi, tout le monde doit être sensibilisé à ça. Si tu es sensibilisé au phénomène d'influence et de manipulation, tu peux t'en prémunir. Par contre, si tu choisis de ne pas t'éduquer dedans, tu te condamnes à en être la victime. Et ça, c'est le message aujourd'hui que je porte le plus et pour moi qui est fondamental, surtout pour les jeunes. Il y a cette image dans ma tête de Bip Bip et Cowboy, et du Mm. coup Bip Bip qui met la tête dans le sable, et du coup le- l'autre qui passe par derrière. Et c'est marrant parce que tu nommais, oui, on est la moyenne des 5 personnes Ou des personnes. qu'on Ouais, côtoie le plus. J'avais ce ouais, chiffre en tête et c'est marrant parce ouais. que même avec ton niveau d'exigence et de précision, j'ai l'impression que tu as fait un petit raccourci parce que bah, cette phrase, elle est un peu punchline, elle passe bien, on Mm. voit le sens que ça a. Évidemment, elle est forcément abusive dans le sens où on est beaucoup plus que ça. Et Bien tu as sûr. raison, il y avait cet élément-là de se dire, euh,
ajuste ton entourage, quitte à ce que ça devienne sectariste. Et il y avait aussi un autre aspect, c'est quelle est ma responsabilité ou la part d'influence, entre guillemets, de ma Ouais, personnalité, de mon bien éducation, de mon sûr. histoire personnelle. Donc, ok, excellent, excellent. Mais c'est ça, c'est en fait le fait de dire que si tu dis que tu es la moyenne des personnes que tu côtoies le plus, alors, professionnellement ou personnellement, moi, la question que je ramène directement, c'est OK, et toi, qu'est-ce que tu apportes à ces personnes-là? C'est très beau de se dire, ouais, c'est ce que les autres apportent. OK, mais moi, c'est pareil quand tu as la personne qui dit, l'homme qui vient et qui dit, oh, moi, je veux trouver la femme idéale. OK, d'accord. Et lui, il a une vision très précise de la femme idéale, caractéristiques physiques, psychologiques, tout ce que tu veux. Et quand tu lui demandes, et toi, est-ce que tu es l'homme idéal pour une femme? Là, d'un coup, il n'y a plus personne. Et je pense qu'effectivement, tu vois, dans cette prise de recul, après, tu trouves un juste milieu avec ce concept. Effectivement, je suis impacté par mon environnement, mais oui, aussi, j'impacte moi-même mon environnement. Donc, si maintenant je veux augmenter la moyenne, bien sûr, je pourrais exiger des trucs des autres, mais c'est peut-être plus intéressant d'abord d'exiger des trucs de soi-même, tu vois, pour monter le niveau. Et là, à partir de là, tu sais, on vit tous des étapes de vie. Moi, à un moment donné, quand j'ai fait un burn-out, c'est vrai que j'avais beaucoup autour de moi des personnes qui étaient dans des cas similaires. Et c'est vrai que le truc, c'est qu'on évolue tout le temps. C'est-à-dire que je suis passé de certains états à d'autres, etc. Maintenant, en fait, que je travaille beaucoup aussi avec des milieux liés, par exemple, à la défense, à l'armée et tout ça, c'est vrai que j'ai tendance à avoir beaucoup plus de personnes dans ces milieux-là. Comme je suis beaucoup aussi dans le monde de l'éducation, j'ai des personnes dans le monde de l'éducation. Et en fait, ça évolue tout le temps. Notre environnement évolue tout le temps. Après, il y a des dénominateurs communs, bah, comme la famille, les amis, etc. Mais même parmi les amis, quelquefois, tu te rends compte que on était meilleurs amis du monde au lycée, et d'un coup, tu te rends compte que, bah, avec les années, on part dans des directions opposées. Et c'est OK, il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est quand tu commences à mettre la responsabilité sur l'autre en disant oui, toi, tu es en train de me tirer vers le bas, t'es pas bon, donc dégage. Là, c'est là que le problème commence. Tu vois? Et c'est pour ça, quand tu as des fausses études comme ça qui sont véhiculées avec des trucs complètement déconnants, le problème, c'est qu'en fait, on pousse ce genre de comportement. Et là, ça devient problématique. Avec toujours la justesse, et effectivement, si on se rend compte à un moment donné qu'il y a des personnes qui nous sont délétères ou qui nous sont toxiques, Bien sûr. ça peut être un bon choix aussi de Mhm, décider de changer ses relations et de décider d'interrompre des relations. mhm, C'est, je pense, le côté un petit peu bourrin et de dire, voilà, c'est ça ouais, qu'il faut faire, quoi. J'ai mhm, cette image euh, qui m'avait un peu frappé, qui est une espèce d'analogie ou de métaphore, tu sais, dans l'astrophysique. Alors, je suis pas du tout astrophysicien, mais on sait que les planètes, elles ont des masses, et que la masse, c'est une attraction, et donc la Lune, elle tourne autour de la Terre. mhm. Mais en fait, ça marche dans l'autre sens aussi. Bien sûr. Et en fait, la Lune, elle a une masse bien plus faible, mais du coup, il y a une attraction réciproque. Et Bien donc, sûr. effectivement, si on imagine, je crois que c'était sur deux trous noirs ou sur deux Ouais, planètes, bah, du coup, on s'influence les uns les autres. Donc, bah, c'est juste une ouais. petite image pour, euh, pour aller dans ton sens. Et c'est pour ça, c'est intéressant quand tu parles de personnes toxiques, justement, parce que quand tu dis telle personne est toxique pour moi, d'une certaine manière, cette expression-là rejette toute la responsabilité sur l'autre. En fait, la relation est toxique. Et bien souvent, tu te rends compte que lorsque dans un couple, un va dire l'autre est toxique pour moi, tu te rends compte que c'est pas juste l'autre le méchant et puis moi le gentil, c'est qu'en fait, on alimente en fait des comportements qui nous impactent mutuellement. Et quelquefois, la personne va faire un truc que moi je vis comme toxique et en réponse, peut-être, je vais être agressif verbalement, ce que elle va vivre comme une agression et donc elle va manifester encore plus. Donc c'est pour ça. Je dis toujours attention avec ces termes que l'autre est toxique. Non, non, la relation est toxique. Et la relation, c'est toi et c'est moi. Ce qui veut dire qu'effectivement, s'il y a un truc à rompre, moi c'est ce que je dis, au moment où j'ai divorcé, en fait, on s'est vraiment mis d'accord avec mon ex-femme de régler tous nos problèmes avant le divorce. Parce que autrement, le risque, c'est quoi? C'est que tu vas reprendre tout ton sac à dos de problèmes et tu vas reproduire les mêmes trucs avec d'autres. Ça n'a aucun sens. Donc ça a été vraiment un travail super positif. On a réglé nos trucs. On est super bons amis aujourd'hui. On communique énormément. Et c'est très bien comme ça. Mais vraiment, c'est pas l'un qui est toxique ou l'autre, c'est la relation. C'est notre manière à tous les deux de gérer la relation.
Merci pour cette précision fondamentale. C'est vrai que euh, la manière avec laquelle je l'ai formulé pouvait prêter à confusion, donc je pense que c'est vraiment Ouais. important que tu aies précisé ça. Moi, j'avais plus dans l'idée, tu vois, l'exemple que j'avais en tête, ce serait quelqu'un je sais pas, qui aurait un problème d'addiction et Mhm. dont l'entourage, tout le monde a la même addiction. Bah, c'est vrai que Ouais. si un jour tu veux t'en sortir, probablement que changer d'entourage, Mhm. ça peut être nécessaire. Quelqu'un de très Ça fort peut pourrait être peut-être nécessaire, arriver effectivement, ouais. à rester Mhm. au contact, mais probablement que là, je suis jeune papa et il y avait cette idée Mhm. dans l'éducation, tu peux contrôler l'enfant ou tu peux contrôler l'environnement. Ouais. Bah, c'est plus facile, si je veux pas qu'il se coupe, de rien mettre de coupant à portée, plutôt que Mhm. de demander à un enfant de 2 ans d'être raisonnable avec un couteau, quoi. Donc, Ouais. Et trouver un équilibre aussi, parce que quelquefois, après, on peut tomber dans la surprotection. Et dans la exactement. surprotection, ben, en fait, ça peut aussi devenir délétère. C'est pour ça la vision d'ensemble. Pour ça, vraiment, toujours prendre du recul, voir le truc et chercher en fait les meilleurs compromis à chaque fois. Tu trouveras jamais la solution idéale. Même pour l'éducation de ton enfant, tu vas faire des erreurs, c'est certain. Le truc, c'est comment tu peux limiter l'impact négatif de ces erreurs. Et comment tu peux faire que lorsqu'il y a des erreurs, que ce soit source d'apprentissage pour toi et pour lui, tu vois. Une fois que tu as fait ça, c'est bon. Et là, d'un coup, tu arrêtes d'être dans la déresponsabilisation, tu arrêtes de mettre la faute sur l'extérieur, sur l'environnement, tu deviens beaucoup plus sain pour toi et pour l'autre, en fait. C'est beaucoup mieux. Et de fait, j'ai vu un article dont j'ai pas vérifié l'étude citée et sa solidité, ce qui d'ailleurs, et je veux pas trop qu'on vienne dessus, mais ça m'a fait une petite gêne, mais vis-à-vis peut-être de mes propres limites, c'est de ma compétence à juger de la pertinence d'une étude, surtout sur Mhm. des domaines qui sont pas mes domaines de compétences. Mais là, je suis pas sûr d'avoir envie d'ouvrir ça, parce que j'ai envie que tu nous parles Ouais. d'intelligence artificielle, mais Mhm. juste sur ce côté éducation, contrôler l'environnement ou contrôler plutôt le comportement, entre guillemets, de l'enfant, hein, c'est tout ça, Mhm. un peu des raccourcis. L'idée était que c'est important que les enfants puissent être dans des environnements risqués, modérément risqués. Je pense qu'il y a un jardin d'enfants où il y a des espèces un pont avec des planches comme ça, et Mhm. c'est entre 1,80 m et 2,50 m, et il y a pas Ouais. de planche en dessous. Donc s'il tombe, il tombe de haut. Ouais. Donc, quand je suis en dessous, moi, je suis pas serein. Mais c'était l'idée que un risque modéré lui permet aussi d'apprendre à gérer le risque. Et donc, Ouais. effectivement, on voit que la surhygiénisation, notamment aux États-Unis, fait que les gens développent beaucoup plus d'allergies. Donc voilà, s'exposer au risque et pour que, effectivement, on ait un espèce de système de défense immunitaire psychologique et relationnel est probablement Ouais. nécessaire aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Trouver vraiment le juste milieu, dans le sens où l'hygiène, c'est fondamental, et en même temps, exagérer, ça peut avoir des effets. C'est comme tout, rien n'est bon ou mauvais en soi. Tu prends même dans l'alimentation, même l'eau, si t'en prends trop, tu peux en mourir. La potomanie, ouais, c'est... Voilà, tu vois, c'est fou. Même les trucs les meilleurs pour toi, en fait, je pense, j'aime bien cette expression qui dit que c'est la dose qui fait le poison. Et je pense que tout peut être positif, hein. Même un accident peut être positif. Alors, au début, quand ça t'arrive, c'est sûr, c'est pas motivant, mais c'est vrai que le burn-out, moi aujourd'hui, si je pouvais réécrire l'histoire, je changerais rien. Parce que toutes les prises de conscience que ça m'a obligé de faire, ben ça fait où j'en suis aujourd'hui. Je ne sais pas où je serais si c'était pas arrivé. Peut-être je serais voilà, dans un bureau en train de travailler, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, ça m'a construit. Alors, je sais que c'est dur au moment où ça arrive, mais souvent, a posteriori, quand tu prends du recul, tu te dis, ben voilà, ça m'a ouvert à tellement de choses. Et le truc, c'est comme on ne peut pas savoir comment ça se serait passé dans un cas différent, euh, voilà. J'avais eu la chance et l'honneur de partager la scène avec des gens assez célèbres, notamment Philippe Croizon, qui a eu un accident, il s'est fait amputer des 4 membres, beaucoup d'humour, et alors évidemment avec beaucoup de pincettes, parce que quand on vit des choses très difficiles comme ça, évidemment on aimerait ne pas les vivre, hein. Parce Ouais. que moi j'ai pas vécu un burn-out, j'ai pas vécu des choses dramatiques, et parfois on se relève pas non plus hein, des drames, donc je trouve que Mm. voilà, les formules à l'emporte-pièce, faut s'en méfier, mais effectivement il y a beaucoup de récits de gens qui ont vécu des choses qui paraissent horribles et qui, avec le recul, puisque ça nous construit et qu'avec Ouais. la résilience, ça peut nous renforcer, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Oui, enfin, parfois ça peut te tuer aussi. C'était ça Mhm. comment dire, la circonspection. Mais en tout cas, quand on intègre ces difficultés et qu'effectivement, souvent, elles nous ouvrent des portes qui sont magnifiques. Et il y avait même une championne de snowboard qui s'était fait amputer des 2 pieds et qui disait, Mm. bah, ça fait bizarre à dire, mais si c'était à refaire,
Je crois que je le Ouais, referai parce que ouais. ouais, ça a contribué à ma vie. Pour bien profiter de ton expertise, de ton expérience, est-ce que tu peux nous dire, toi, ton regard sur l'impact de l'intelligence artificielle, notamment dans les métiers de l'accompagnement, parce que voilà, c'est le domaine qui nous intéresse. Je pense déjà, tu sais, comme dans toute évolution technologique, en fait, à chaque fois, il y a des phases qui reviennent, et c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire, au début, il y a énormément de peur. Quand tu regardes avec l'arrivée d'Internet, on s'est dit, ça y est, tous les jobs vont être bouffés, il n'y aura plus rien et tout ça. La réalité, c'est que, ouais, il y a des jobs qui ont évolué et beaucoup qui ont disparu, mais beaucoup qui ont été créés. Je pense que l'IA, ça va être la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, dans l'accompagnement, alors je vais déjà prendre l'accompagnement médical, juste pour te donner un peu une idée, après, médical et non médical. Dans le médical, ce qui est fou, c'est qu'on voit de plus en plus, tu sais, de cas de personnes qui avaient des maladies où la médecine n'arrivait pas à déterminer ce que c'est. Et en fait, que les personnes eux-mêmes, à titre individuel, ont balancé à ChatGPT l'intégralité de leurs analyses, de leurs trucs, des comptes rendus médicaux, et ChatGPT a fait une proposition qui était effectivement le problème. Et après, soumis au médecin, le médecin il dit, ah bah ouais, c'est ça. Tu vois? Et je pense que déjà dans le monde médical, l'IA, elle va pouvoir apporter énormément. Pourquoi? Parce que ben, toute cette connaissance universelle, malheureusement, un cerveau humain, ben, il peut pas l'intégrer. Il ne peut pas. Le cerveau humain est excellent dans la logique, tu sais, quand tu penses à Dr House avec les diagnostics différentiels et tout ça, très bon là-dessus. L'IA aussi, mais je pense que l'humain est encore nettement supérieur. Mais par contre, dans la connaissance de tout ça, dans le monde légal, c'est pareil. Tous les textes de loi, je veux dire, l'IA, elle connaît tous les textes de loi de tous les pays au monde. Donc, tu vois, lui demander des trucs, je pense qu'il y a une très très bonne base de travail. Je trouve très intéressant, en Suisse, il y a plusieurs médecins qui commencent déjà à se servir de l'IA aussi. Alors après, c'est des trucs qui sont cloisonnés, c'est des IA qui sont, bah, pour des histoires de confidentialité, évidemment, c'est des IA qui sont cloisonnés avec des lamas et des trucs comme ça. Donc, c'est des systèmes d'IA qui sont open source que tu peux isoler, mais qui commencent aussi à se servir de ça pour les aider dans les diagnostics. Donc ça, déjà, c'est un premier truc. Dans le monde, effectivement, de l'accompagnement, je pense que l'IA, elle peut apporter beaucoup. Elle peut apporter beaucoup dans des stratégies, dans des méthodologies. Par exemple, si tu dis à l'IA, bah, écoute, voilà, je suis super stressé. Tu dis à ChatGPT, je suis ultra stressé et je dois donner une conférence dans 1 heure, qu'est-ce que je peux faire? Bah, tu vas voir que l'IA va t'accompagner pour faire des exercices de respiration, elle va te faire faire de la cohérence cardiaque, il va te proposer tout plein de trucs, ça marche super. Mais on est toujours dans de la technique. Le truc, c'est que on n'est pas des ordinateurs, on est des êtres sensoriels. Et je pense, moi en tout cas, que le contact humain, on ne pourra pas s'en passer. On l'a vu pendant le Covid, quand au début il y a eu les confinements. La plupart des réactions des gens, c'était «Oh génial, j'aurais plus besoin d'aller au travail et puis de voir toutes ces têtes de cons». Littéralement, c'est ce que j'entendais, hein. Alors, je dis le truc tel que je l'ai entendu. Mais tu te rends compte qu'après 2 ou 3 mois d'isolement, ces mêmes personnes étaient à la limite de la dépression par manque de contact humain. Et là, d'un coup, tu avais des gens qui bravaient même les règles pour se rencontrer, ne serait-ce que pour avoir ce petit contact de base. On le voit, même les personnes qui étaient isolées dans les maisons de retraite, qui ne pouvaient pas voir leur famille, c'était destructeur pour eux. Donc je pense qu'effectivement, l'IA va apporter d'un point de vue technique, par exemple, justement, dans certaines situations où vraiment tu as un problème technique, comme voilà, j'ai un coup de stress, là maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est génial. Mais je pense que beaucoup de choses, en fait, on continue d'avoir besoin de l'humain parce qu'on est des animaux sociaux. C'est pareil quand tu as des chats. Moi, j'ai 3 chats à la maison. Ils adorent être quelquefois avec nous, ils viennent, ils sont super câlins, miaou miaou, c'est génial. Mais la plupart du temps, c'est fous-nous la paix, on reste entre nous. Et ils ont leur petit monde entre chats, ils vivent leur truc, quelquefois ils en sortent un petit peu pour avoir des contacts avec nous humains, voilà. Mais quand ils ont la possibilité, ils reviennent avec
dans leur monde, en fait, finalement. Et nous, je pense que c'est pareil. On est en train de faire des robots humanoïdes, IA et tout ça. Ouais, c'est cool au début, tu sais, comme un nouveau jouet. C'est super intéressant, c'est sympa, mais je sens et je sais que très rapidement, en fait, on va se lasser de ce genre de truc. Super, donc si je reformule pour vérifier que j'ai à peu près capté ce que tu nous proposes, grande aide technique, Mhm. grand manque relationnel. Ouais. Sur la technique, moi j'ai une inquiétude. Alors peut-être que c'est le niveau d'éducation des IA actuels. Souvent, bah, ça va ressortir un peu les poncifs de ce qui est déjà fait. Donc le niveau de pertinence et de créativité, mais probablement que ça peut s'améliorer et ça peut s'éduquer. Et moi, ce qui m'inquiète aussi en tant que jeune papa, c'est le développement de l'intelligence. Et Ouais. je plains les étudiants aujourd'hui qui ont cette facilité-là. Je pense qu'en tant Mhm. qu'étudiant, j'aurais sombré dans cette facilité. Ah, ouais. Et du coup, c'est vrai que j'ai un focus sur comment est-ce qu'on éduque nos propres esprits et nos propres cerveaux à penser de manière indépendante pour Mhm. peut-être après aller se faire challenger ou poser les bonnes questions à l'IA. Et donc Ouais. voilà, j'ai un peu peur d'une espèce de... Mais bon, ça après, je t'emmène sur des terrains prospectifs qui, je sais pas si sont les plus utiles, mais voilà, en tout cas, comment est-ce que nous, en tant que praticiens, praticiennes, accompagnants, formateurs, on peut trouver le bon équilibre entre cette aide technique Mhm. magistrale et garder aussi une partie de la technique et de la capacité de réflexion et de la capacité de créativité à l'intérieur, en sachant que le relationnel, bon, et tu te rappelles du film Her, et bon, il y a des gens qui se sentent mieux soutenus par leur IA que par leur thérapeute, quoi. Donc, Mhm. euh, Mais tu vois que c'est pathologique, c'est pas naturel. Et effectivement, il y a plein de pathologies, par exemple, où on, on veut éviter le contact. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus rassurant comme ça. Mais je vais étendre ta question encore même au rôle de parent, parce que pour moi, tout est dans l'éducation. Je te donne un exemple. Quand moi j'étais gamin, mais vraiment très petit, il n'y avait pas encore Internet, quand je devais faire par exemple un exposé sur la préhistoire, je faisais quoi? J'allais au CDI, au Centre de documentation et d'information, je prenais des encyclopédies, des trucs, je regardais, je devais croiser de l'info et je pouvais faire mon travail. Après, un peu plus tard, apparu Internet, Google, à l'époque c'était encore Metacrawler, il y avait tout plein de trucs comme ça, voilà, Google, où là en fait tu tapes préhistoire, tu as peut-être 300 000 réponses et tu vas à la pêche de l'info et tu dois quand même construire le truc toi-même. Aujourd'hui, tu vas sur ChatGPT, tu dis, écris-moi un exposé sur la préhistoire, il te donne une version, une vision unique. Donc oui, il y a un énorme danger de rendre les gens plus stupides. Et c'est ce qui est en train de se passer. Regarde aux États-Unis, dans les tests du SAT, qui sont les tests d'entrée dans les grandes universités, sur les 5 dernières années, il y a une chute de 10 points chaque année. 10 points sur 1000, on se dit c'est pas beaucoup, mais sur 10 ans, c'est 10% de baisse. Ils doivent chaque année faire baisser la barre de l'entrée dans les universités, autrement il n'y a pas assez de personnes. Et pourquoi c'est dû à quoi? C'est dû en fait à une mauvaise éducation. C'est-à-dire que comme, et ça c'est ce que je vois dans les universités, dans les écoles, comme c'est une nouvelle technologie, souvent les écoles disent on interdit l'utilisation de ChatGPT. Tu penses bien que le premier truc que les élèves vont faire, c'est d'utiliser ChatGPT. Le problème, c'est que comme il n'y a pas d'encadrement, les élèves ne savent pas l'utiliser intelligemment. Quand je vais dans les écoles, je leur montre comment l'utiliser intelligemment. Tu dois faire un exposé sur la préhistoire. Ben en fait, soit tu lui demandes de faire ça comme ça, soit tu peux lui dire, écoute, je dois faire un exposé sur la préhistoire, quelles seraient les thématiques les plus intéressantes à traiter? Tac, il va commencer à te donner des thématiques. Après, d'un coup, tu vas lui dire, bah tiens, quelle période historique est-ce que ça couvre? Ah bah tiens, ça couvre ça, ça et ça. Il dit, tiens, t'as pas parlé de ce qui se passe avant. Il se passe quoi avant? Et là, tu vois, là, on commence à utiliser son intelligence pour aller challenger. Et moi, ce que je dis en fait aux gens, dans ChatGPT, tu sais, tu peux mettre un prompt master. C'est en fait dans les options de ChatGPT, tu peux lui donner une sorte de prompt qui va appliquer à tous les coups. hmm. Moi, avec les enfants, quand les enfants veulent utiliser ChatGPT, j'ai mis un prompt master qui dit la chose suivante. Je dis, lorsqu'une question t'est posée, ne réponds jamais directement. Réponds en posant des questions à la personne pour la faire réfléchir. Et lorsque la personne a suffisamment réfléchi, là, tu peux proposer une idée que tu vas lui demander de challenger. Tu vois, c'est un prompt que j'ai écrit un petit peu comme ça et c'est génial parce que là, quand tu as la personne qui vient, elle ouvre son chat GPT et elle dit, OK, fais-moi un exposé sur la préhistoire.
Ben là, il va pas te donner une réponse. Il va te dire, tiens, qu'est-ce que tu sais déjà de la préhistoire? Ouf, ok, et il va commencer à répondre, bah pas grand-chose, il y avait les dinosaures et puis il y avait truc. Il dit, oui, ok, il y avait les dinosaures, c'était telle époque, qu'est-ce que tu sais d'autre? Et il va commencer à challenger, challenger, challenger. Et là, je te promets que ce que tu apprends va être beaucoup plus qualitatif que lorsque tu vas sur Google, que tu tapes préhistoire, que tu as 300 000 résultats qui sont pas classés, qui sont pas logiques, avec plein de pubs pour FIFA juste à côté où tu es tenté d'aller cliquer régulièrement. Là, tu vas être dans un environnement cloisonné avec un système qui est programmé pour te challenger. Et ça, c'est une utilisation saine de l'IA. Mais le problème, c'est que comme on n'est pas éduqué à ça, pour moi, si les universités et les écoles créaient des prompt masters comme ça et obligeaient les élèves à les utiliser, alors bien sûr, on peut toujours contourner. Mais globalement, même si 90% des élèves ils respectent ce truc-là, mais je te promets que le niveau d'intelligence et de compétence peut monter d'une manière absolument phénoménale. Parce que là, effectivement, c'est une utilisation saine de l'IA qui va challenger et stimuler le cerveau des personnes. Génial, merci beaucoup. C'est un cadeau que tu nous fais là, hein, pour ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Euh, oui, tu conditionnes l'IA à une posture éducative saine. Et Ouais. c'est vrai que j'avais chopé ça, j'avais vu en plus sur une pub sur un des réseaux sociaux, on s'en fiche, où il disait, voilà, demandez à l'IA de vous poser, avant de lui demander quelque chose, dites-lui votre objectif et demandez de vous poser 5 questions pour Ouais. qu'elle vous aide à vous aider. Et Ouais. j'ai déjà mis en place ce truc-là, mais là, avec le prompt master, tu viens de me Mm. faire, je pense, Ouais. franchir une étape de plus. Merci infiniment. On se rapproche de la fin du temps qu'on avait ensemble. Pour finir en beauté, j'ai 2 questions qui sont assez ouvertes. Je te laisse évidemment répondre comme tu le sens. La première, c'est si tu avais un conseil ou quelque chose peut-être que tu aurais aimé entendre au début de ta pratique ou pour des gens qui se lancent dans les métiers de l'accompagnement. Et la deuxième, encore beaucoup plus ouverte, s'il y a un sujet, un thème que tu aurais aimé qu'on aborde, une question que tu aurais aimé que je te pose, tiens, je te renvoie ce que tu viens de nous faire. Ben voilà, comme ça, on finit sur quelque chose de le plus Et- personnel et le plus impactant possible. pour moi, le conseil, je dirais, euh, c'est de constamment rester aligné par rapport à nos propres valeurs et choix. Moi, je sais, tu vois, moi j'avais un esprit scientifique au départ, puisque j'étais ingénieur. Et quand je suis arrivé dans le monde de l'accompagnement, je me faisais violence en sortant en fait de ce côté analytique et en essayant d'être au maximum que dans de l'émotionnel et tout ça. Et en fait, j'étais pas épanoui. Et à un moment donné, quand vraiment j'en avais marre et je voulais tout arrêter, je me suis dit, bah ok, comment je peux concilier les deux? Et c'est là en fait que pour moi ça a été la PNL qui est arrivée parce que finalement on a les deux en fait. On a énormément de logique, de stratégie, d'intelligence, de tout ça et on a énormément d'approches très émotionnelles sur les ressentis, les perceptions intérieures. Et je me suis dit, ben voilà, et je pense qu'il n'y a pas une panacée. Quelquefois, les gens ils me disent, oui, tu es tellement dans la PNL, mais je découvre plein de trucs autour. J'ai près de 300 certifications en tout, là, si je regarde tous les trucs que j'ai faits. Mais je reste avec les trucs avec lesquels je suis le plus aligné. J'ai même fait de la cristalthérapie, des trucs complètement fous que je vais jamais utiliser. Mais pourquoi? Pour simplement avoir expérimenté le truc et ne pas en fait me retrouver à dire des bêtises. Par exemple aussi quand j'étais dans le monde de la PNL, alors il y a deux créateurs, il y a Richard Bandler et John Grinder. Je sais que dans les formations, quelquefois on me posait des questions sur les différences entre Bandler et Grinder. Et moi j'inventais des trucs. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas correct, c'est pas correct. Donc je suis allé me former aussi chez Grinder. J'ai découvert que ce que je racontais était totalement faux. Et là, ceux à qui je l'ai raconté, je leur ai écrit pour leur dire, écoute, je suis désolé, j'ai dit des conneries. Mais aujourd'hui, tu vois, quand on me demande ces différences-là, je peux te donner avec une précision d'horloger. Je peux même donner même l'évolution. Qu'est-ce qui a fait que l'un est parti plutôt dans telle direction, l'autre plutôt là? Je les challenge en plus. Et encore, il y a 4 jours, j'ai fait une masterclass avec Robert Dilts. Je l'ai challengé sur des trucs que j'ai entendus chez les autres PNListes, tu sais. Et c'est super, tu vois. Donc pour moi, le conseil, c'est vraiment de rester le plus aligné possible avec la personne que tu es. Je pense qu'il y a tellement d'approches et il y a tellement de possibilités qu'il y a vraiment la possibilité d'être 100% toi-même. Et là, les gens le sentent concrètement. Les gens le sentent.
d'être totalement toi-même et en même temps de d'apporter des choses et aussi de d'évoluer toi en tant que personne, quoi. Donc l'alignement, pour moi, c'est la clé de tout. Ça, c'est Tant la pis. première question. Et la Génial. deuxième question sur qu'est-ce que j'aurais voulu que tu me demandes, bah, je sais pas, ça aurait pu être un truc du genre, quand est-ce qu'on va se boire un verre? Ah, j'adore. Eh ben oui, atterrir sur quelque chose de très humain. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas du tout envisagé quand je me suis lancé. Moi, parfois j'ai des intuitions, puis je me lance et je réfléchis après dans ces interviews. Qu'en fait, il y avait une vraie vertu de lien, de connexion et de reconnexion. Mhm. Du coup, la réponse est assez simple, Michel. Quand tu passes à Paris, tu me fais signe. Et moi, Ça quand je marche. toi, tu es en Suisse, tu es Du de où? côté de Montreux, donc c'est-à-dire quand tu es à Ah oui, Genève, le lac, tu es à Montreux, et puis moi je suis donc à l'opposé du lac en fait, mais tout près de je Montreux. vois bien parce que si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, il y avait Jean Rossi et Vincent Oui, Pi avec je qui crois on qu'il est était. sur Lausanne, je crois, lui. Ils ont bougé à l'époque, ils étaient à Montreux, je crois. Ah ok, d'accord. Ok. Peut-être que ce sera l'occasion que tu ailles boire un verre avec eux, s'ils y Ben sont voilà. encore. Du Ben coup, oui. j'en profite pour les saluer. Et ben avec plaisir quand j'irai dans ton coin. Et en tout cas, je te remercie à nouveau pour ce super échange et d'avoir accepté mon invitation. Je suis touché et ravi qu'on ait passé ce moment ensemble. Merci à toi, Adrien. Évidemment, je mettrai les liens vers ton institut, un maximum de références de ce dont on a parlé. Et puis, bon, vous connaissez les us et coutumes des réseaux sociaux et autres. Si ça vous a plu, on vous invite à liker, partager, commenter. Et n'hésitez pas non plus à nous interpeller. Je crois que vous avez vu qu'avec Michel, on est assez passionnés. Voilà, s'il y a des questions ou des envies de poursuite, quitte même peut-être un jour faire une V2 de cette interview pour aller encore plus loin sur Avec certains sujets, plaisir. avec plaisir. Merci Merci à toi, beaucoup. Adrien. Merci à vous. À très bientôt. Salut.